Ouais, on est de retour avec notre invité qui sera de retour à l'émission aussi pour cette saison-là. On l'attendait et il est au bout du fil. Frédéric Bérard, avocat et chroniqueur, salut! Salut Pascal CV. Hey, notre première en 2024, comment ça se passe de ton côté depuis le début de l'année? Écoute, on est déjà rendu en février, hein? Je le sais. Ouais, ben c'est ça. Ça fait un mois là, qu'on est dans cette nouvelle année. Ça va tellement vite. Je trouve que Ouais, ça va l'automne... vite pas mal. C'est un peu ça mon commentaire, en fait. Sais-tu à quoi ça me fait penser? J'ai pas d'enfants, mais je vais faire un parallèle quand on a des enfants. Oui, donc. Les jours sont longs, mais les mois vont vite. Ah! Ah, c'est pas pire, ça. C'est pas Mais pire. Tu sais que Dédé Fortin disait la vie est courte, mais c'est long des petits bouts. oui, c'est bien dit aussi. Mais des petits bouts, des fois, c'est tous les jours, sauf que c'est ça. Je trouve que l'année 2024 jusqu'à maintenant roule à fière allure pour plusieurs raisons. Puis là, toi, ben, Oui. tu es dans divers projets. Là. Tu planches sur quoi actuellement? Ben là, j'ai des livres à finir. J'ai le prochain qui va être publié le 19 mars. Un projet aussi assez intéressant. Là. Tu te souviens du livre sur l'affaire de Kader? On en Oui. avait parlé ensemble. Il y aura peut-être une annonce bientôt que je pourrais te faire. On verra. OK, alors c'est encore dans le secret des dieux. Ah, Ben, en fait, sainte. tu sais, comment je te dirais ça? C'est signé, mais on attend un petit peu. Mais ça va être le fun. Je pense OK, que bien, oui. on prendra le temps de s'en reparler au moment où tu pourras le faire. Ouais. Nous, on parle souvent le lundi matin ensemble avant de rentrer en ondes Mhm. sur différents sujets qui ont attiré notre attention. Ça fait un bout qu'on ne s'est pas parlé. Il y en a qui dataient puis qu'on avait envie de jaser ensemble, mais il y en a un ce matin, un tout nouveau, puis on va en reparler dans quelques instants, mais c'est un détenu qui a été libéré de la prison et qui veut retourner en prison. Ça, restez là. Pour moi, ça m'intéresse beaucoup de t'entendre là-dessus. Mais d'abord et avant tout, nous sommes lundi 5 février, un point de presse hyper important aujourd'hui qui a lieu sur Hockey Canada, le scandale Hockey Canada. On se demande encore comment on est arrivé là, comment est-ce que la formation de Hockey Canada a fait en sorte que il y a des joueurs qui sont sur la sellette pour un viol présumé qui aurait eu lieu dans une chambre d'hôtel du côté du sud-ouest de l'Ontario. Quand même des joueurs que plusieurs connaissent, Carter Hart, Dylan Dubé, Michael McLeod, Carl Foot, Alex Formenton, j'espère que je les dis bien, mais bon, 4 au moins dans la LNH et un autre dans la National League en Suisse. Ça traîne depuis maintenant 2 ans. On a retiré dans les dernières semaines encore des joueurs des équipes. Fait que là, on prétendait de croire que c'était encore dans cette histoire-là d'Hockey Canada. On en est où avec tout ça? Ben, écoute, moi, je trouve plusieurs choses à dire. Hein. Tu as raison de dire que ça traîne. Puis, tu sais, il y en a plusieurs qui critiquent le concept de culture du viol en disant, voyons donc, ça n'existe pas, on n'est pas tous des violeurs, blablabla. Tu l'as souvent entendu. Bon, moi, évidemment, comme gars, je me sens toujours un peu mal placé de critiquer ces concepts-là. Je pense que, comme garçon, justement, faut d'abord écouter. Puis, dans un cas comme celui-là, si ça, c'est pas la culture du viol, Pascal, je me demande c'est quoi, là? Pour deux raisons, puis je m'explique. C'est que tu sais que Hockey Canada a un budget annuel de quelques millions de dollars. Hein, puis ça, c'est ramassé avec les cotisations de parents, là, en très bonne partie, pour acheter le silence, entre guillemets, de victimes d'agressions sexuelles. Là, tu veux dire Ça qu'il sert y avait aussi un à d'autres budget choses. consacré à ça ou on a pris en partie ce budget-là pour justement payer une Ben, en jeune fait, femme? de ce que j'ai compris, c'est le budget achetons la paix. Là. Ouais, Ça peut ouais, être autre chose, ça peut être, ouais. je sais pas moi, des claques à la gueule, ça peut être de la diffamation, mais très clairement, il y a le volet agression sexuelle qui entre là-dedans depuis un bout de temps. Donc, si tu as un budget aussi considérable à ces effets-là, c'est bien qu'il y a un problème, là. Et là, comprends-moi bien, je suis pas en train de critiquer la victime, les victimes, de décider de prendre un chèque, c'est leur droit le plus strict. Faut respecter ça à 1 million de 1000%. Bien, souvent, C'est ce pas qu'on ça le entend, point. c'est qu'elles ne veulent pas aller plus loin Exact. dans les Ça, c'est procédures judiciaires, pas mettre leur visage à découvert, pas vouloir se faire puis critiquer, être ça, c'est peinturé dans le coin. parfaitement légitime, c'est correct. En bref, en d'autres termes, c'est pas de nos affaires. Mais ce qui est problématique, par exemple, c'est qu'on accepte ça d'Hockey Canada, qu'on ait accepté ça pendant plusieurs années. Là. Ça s'est pas fait avant hier. Et l'autre volet, quand je te parle de la culture du viol, tu sais, les faits allégués se sont déroulés en 2018.
Si je regarde ma montre, là, on est en 2024. Ouais, c'est ça, je trouve que ça traîne. Là. Ben, ça, c'est un. Puis deux, la police de London, initialement, avait décidé de passer l'éponge. Il a fallu que la victime décide de relancer l'histoire après coup et que ça devienne médiatisé pour que finalement, OK, là, ça va, ben finalement, OK, on va faire notre job. Et là, regardons ça, il va en avoir 5 d'accusés. Comment ça qu'il n'y en a pas eu 5 d'accusés en 2018? Au moment où. Pourquoi il a fallu attendre la sortie médiatisée de Mme X? C'est quand on est dans l'eau chaude, finalement, publiquement, qu'on décide Ben d'aller plus loin voilà, avec ça. mais Là. c'est ça le point. Puis tu auras compris que ceci se rattache avec la question du budget pour acheter le silence. Donc, en d'autres termes, comment on peut encore nier qu'il y a une culture comme ça qui existe? Puis ça ne veut pas dire que tous les joueurs de hockey sont des agresseurs, c'est pas ça que ça dit. Ça ne veut pas dire qu'Hockey Canada encourage des gens à violer, c'est pas ça que ça dit non plus. Sauf qu'on accepte des choses qu'on n'accepterait pas autrement. Et ça, franchement, je pense qu'on devrait en tirer leçon pour le futur. Absolument. Puis, tu sais, des fois, on peut faire le parallèle aussi avec des personnes connues, puis ce qu'on leur reproche, ou encore des dossiers en cours. Est-ce qu'on a étouffé certaines choses parce que la personne avait une étiquette X? Mais aujourd'hui, on sait que les présumés... Bon, bien, ceux qui sont accusés dans tout ça, en fait, vont comparaître. On aura plus d'informations là-dessus. Énormément de journalistes qui vont couvrir la chose. Il y a un point de presse attendu par Hockey Canada aussi pour faire la nouveauté là-dedans, nous mettre au courant. C'est une bonne et grosse journée dans ce dossier-là. Bonne dans le sens où ça avance un peu plus, mais je vous rappelle là, que ces joueurs sont accusés d'avoir participé ou du moins produit ou un viol collectif envers une victime. Exact. Puis il ne faut pas oublier aussi, pour terminer, Pascal, que la Ligue nationale a lancé sa propre enquête indépendante sur l'affaire. Donc, en parallèle de l'enquête criminelle menée par la police de London, la LNH a fait son job. La victime alléguée a refusé de collaborer, ce qu'elle a absolument le droit de faire. Encore là, ce n'est pas de nos affaires. Et là, tu vois, Gary Bettman se cache en quelque sorte derrière le processus judiciaire en disant, on va attendre le résultat de celui-ci avant d'annoncer s'il y a sanction ou non. Et c'est correct, à quelque part, parce que la présomption d'innocence, elle existe même quand quelqu'un est dans le trouble, pas juste quand ça va bien. Sauf que, moi, le petit doute que j'ai là-dessus, c'est est-ce que cette enquête-là de la Ligue nationale a été faite de manière sérieuse? Hein? Tu te rappelles ce qui s'était passé avec les Blackhawks de Chicago, des trucs d'agression sexuelle, encore une fois, sur un joueur qui s'appelle Kyle Beach. On avait masqué pas mal d'affaires, puis c'est quand ça a été divulgué par TSN que là, finalement, la Ligue nationale a décidé de réagir. En d'autres termes, moi, ce que je suis en train de craindre, c'est que est-ce qu'on est en train de rejouer dans le même film, c'est-à-dire le même pattern du on n'en parle pas, on fait comme si de rien n'était, puis quand on sera vraiment dans le trouble, c'est-à-dire quand il y a certains de ces joueurs-là ou la totalité de ces joueurs-là sont condamnés, là, on réagira. Si c'est le cas, c'est quand même franchement dommage. Oui, puis malheureusement, on a vu ça en société à quelques reprises. C'est ça qui peut être un peu triste de voir. Mais les 5 joueurs étaient représentés virtuellement par leurs avocats. Là, c'est ce qu'on sait aussi dans ce dossier-là. Mais tout le monde est un peu lié au dossier. Même, on s'entend le ministère là, de sport, en fait. Là. Pascal Saint-Onge a été énormément fustigé par les journalistes, les questionnements, savoir ça va être quoi sa position, comment est-ce qu'on va réagir à tout ça. La ministre des Sports et de l'Activité physique, voilà, je cherchais le titre, Pascal Saint-Onge qui a parlé abondamment depuis le début dans le dossier. Et justement, ça devient une affaire gouvernementale, veut pas. On va parler maintenant de ce détenu qui a été libéré sur décision de justice, un détenu qui a refusé de sortir de prison. Il est français, il a 34 ans, il a l'habitude de séjourner, disons, en prison. Et il y a eu libération, mais il a dit non, moi, je ne veux pas quitter le pénitencier. La décision s'est passée la semaine dernière et il était détenu à la prison de Saint-Césaire à Toulouse. OK? Et il a forcé les surveillants du pénitencier à l'expulser après des refus répétés. Donc, il a fallu le sortir de force de prison. Ça, ça arrive-tu ici au Québec? Écoute, je sais pas s'il y a un registre de ça, des prisonniers qui veulent pas sortir de prison. Moi, je connais pas des histoires comme celle-là, mais ça me fait penser au film À l'ombre de Shawshank. Je sais pas si tu as déjà vu, mais un prisonnier qui est là depuis toujours, là, il a un certain âge, et très clairement,
il est incapable de s'intégrer ou de se réintégrer à la société, puis il finit de manière très triste là, par se suicider. Ça me fait penser un peu à ça, dans l'optique où, évidemment, les contextes sont différents. Là, être un Afro-Américain aux États-Unis dans les années 50 et être un Français blanc en 2024, c'est une autre. Enfin, je présume qu'il est blanc, c'est ce que j'ai compris, peut-être que je me trompe. En 2024, c'est une autre affaire, mais ce qu'on peut par contre facilement comprendre, je crois, c'est qu'il y en a plusieurs pour qui la prison devient le premier chez soi, en quelque sorte, et ils ne veulent pas tout simplement vivre en société pour toutes sortes de raisons. Il y a des enjeux de santé mentale aussi. D'ailleurs, ça a été soulevé dans le reportage auquel tu fais mention. Je ne sais pas si c'est le cas de cet ex-prisonnier-là ou de manière générale, mais toujours est-il qu'on peut comprendre un peu pourquoi. Donc, est-ce que ça arrive souvent? J'imagine que non, très clairement pas. Mais est-ce que si ça arrive, on peut comprendre un peu pourquoi? Je pense que oui. Quelqu'un qui est institutionnalisé de cette manière-là aussi depuis le début, comme tu dis, qui n'a pas vécu nécessairement une enfance favorable, qui n'a pas trouvé sentiment d'appartenance et autres, et là, qui est logé, nourri, c'est une chose, mais on ne parlera pas nécessairement que de ça, mais dans le sens où il se sent confortable, il y a un endroit où il se sent vivre, il y a peut-être aussi colocation avec d'autres détenus qui lui a plu, qui s'est senti dans un sentiment d'appartenance. Mais pour terminer avec ce détenu-là qui ne voulait pas sortir de prison aussitôt, qui est ressorti, il a décidé, lui, de s'attaquer à un bâtiment, de le dégrader les lieux. Il a essayé de prendre la fuite. Il a fait un cambriolage. Il voulait vraiment retourner en prison. Là. Il voulait vraiment qu'on remette la main dessus pour probablement être de retour derrière les barreaux. C'était son chez-soi, comme tu dis. C'est quand même particulier, ce genre d'histoire-là. Et on va terminer notre chronique ensemble, Frédéric Bérard, sur Donald Trump. Parce que, bon, on aurait pu en parler dans les dernières semaines ensemble, mais il se défend à son procès en diffamation et c'est sûr que ce sera très important de suivre ça pour la suite des choses. D'abord et avant tout parce qu'on est à l'aube d'une nouvelle élection présidentielle du côté des États-Unis. Ben, écoute, oui, puis tu vois, c'est une longue histoire, hein, cette affaire-là, parce que c'était justement basé sur une question d'agression sexuelle. Et là, Trump vient d'être condamné pour diffamation rattachée à cette même agression. Moi, écoute, je ne sais pas comment expliquer ça, mais et ça, c'était au civil, là, la question de la diffamation. Là, il a été condamné à verser quelques 80 quelques millions de dollars à sa victime qui est sortie du palais de justice triomphante et à juste titre en disant j'espère que ça va inspirer d'autres victimes comme moi de parler haut et fort parce qu'on sait, notamment par exemple aux États-Unis, des puissants comme Trump ont cette capacité-là d'acheter le silence souvent. Moi, j'ajouterais ceci, c'est que au-delà de toute cette histoire-là, actuellement, Pascal, Trump est l'objet de 91 chefs d'accusation aux criminels dans des affaires distinctes, notamment l'insurrection contre le Capitole. Il a essayé d'acheter des votes en Géorgie. Il a volé des documents secrets à la Maison-Blanche, d'autres histoires d'agression sexuelle. La question que j'aurais pour toi, c'est est-ce qu'on peut penser plus qu'une seconde qu'il y a à peine 10-15 ans, un gars avec 91 chefs d'accusation puisse avoir, qu'un gars qui avait 91 chefs d'accusation puisse avoir quelconque chance de remporter la présidence aux États-Unis. C'est tout à fait invraisemblable, puis je pense que ça en dit long sur l'état de notre société. C'est quelque chose que je comprends pas encore, qu'on n'ait pas les barèmes dans ce genre de papier-là qui te permet de signer puis de dire, moi, je me présente à la course à la chefferie. Il y a plus de contraintes et de règlements parfois pour être professeur en français. Tu comprends-tu? Moi, je connais des gens qui auraient pu aller prêter main forte parce qu'ils ont un excellent français écrit et parlé, puis ça a été beaucoup plus complexe. Ils n'ont même pas fini le processus. Puis, de l'autre côté, tu peux être accusé comme ça, être dans des déboires judiciaires. Bon, c'est sûr que là, rendu coupable, ce sera peut-être différent si jamais il y a culpabilité là-dedans, mais pourquoi est-ce que c'est pas mieux encadré? Mais, écoute, tu peux penser à quelque chose d'assez fort parce que tu as tout à fait raison au point où tu sais, je ne sais pas, moi, est-ce que n'importe quel employeur du Québec qui reçoit en entrevue Monsieur X pour un job de n'importe quoi, puis je le dis en tout respect, ça n'a pas d'importance, de commis de bureau, disons, puis avez-vous un casier criminel? Ben, ouais, là, quand même. Puis j'ai 91 chefs d'accusation qui me pendent au-dessus de la tête. J'avais 91 chefs d'accusation au-dessus de la tête. Oui, pourquoi? Ah, ben, agression sexuelle, lancé une insurrection, j'ai volé des documents.
est-ce qu'on peut penser que ce gars-là va être embauché? Ben, j'aurais des doutes, là, honnêtement. Je ne sais pas s'il pourrait aller en cours contre ce futur employeur-là Ben, pour en fait, dire je ne suis la, pas coupable, là. la réponse est non, parce que dans la Charte québécoise, on prévoit qu'on ne peut pas discriminer à l'embauche. Mais c'est ça. Sauf, hein, si ce pourquoi tu as été condamné a un lien avec ta job. C'est, par exemple, un pédophile ne pourrait pas se faire embaucher dans une garderie, Dieu logiquement. merci. Ben, à ce compte-là, est-ce qu'on veut avoir un gars qui est accusé et probablement condamné parce que la preuve est assez probante? Là, par exemple, quand il appelle en Georgie et il dit « Trouve-moi 50 000 voix », on sait bien que c'est la voix de Trump. Ben, je veux dire, une fois que cette preuve-là est là puis le gars est condamné, c'est pas rien, là, voler des documents sur la recette du nucléaire. Qui peut faire confiance à un gars comme ça? Ben, très clairement, les Américains s'apprêtent à faire ce choix-là. C'est assez serré actuellement dans les sondages entre Biden et Trump. Mais moi, ça fait longtemps que je pense que Trump va l'emporter parce que nos sociétés sont tout simplement brisées côté lien rationnel. Mais j'ai hâte de voir comment ça va se passer, mais je vois très bien, je vais dire Pascal qui se présente à une entrevue d'embauche, je peux te dire, Oui. lors de mon dernier emploi, j'ai fait un vol de documents, du moins on m'accuse. Secret. On m'accuse, je ne suis pas J'ai coupable lancé encore. une émeute contre le bureau du boss. C'est un peu ridicule. Merci beaucoup, Frédéric Bérard. L'agression sexuelle aussi, mais bon, Mais- c'est pas plus grave que ça. Tant qu'il n'y a pas de culpabilité, je le comprends, mais pour être peut-être prochain président des États-Unis, je sais pas, moi, j'aimerais bien que les gens aient une carte blanche, là, même si c'est pas encore une culpabilité. Êtes-vous d'accord avec ça? 88 971 1021 ou encore sur Twitch. On va laisser les gens aussi qui nous écoutent se prononcer. Est-ce qu'il faudrait une feuille de route blanche comme neige, sans accusation, ou encore on attend à savoir si la personne est coupable? 88 971 1021 ou encore sur Twitch. On veut vos réponses. Merci, Frédéric Bérard. On se reparle lundi prochain. Avec plaisir, Pascal TV. Bye-bye. Bonne semaine.